Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose d'ouvrir ce lancement de l'ouvrage La sculpture française, une passion américaine de Laure de Margerie avec la participation d'Antoinette Lenormand-Romain. Je suis Éric de Chassey, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art. Et si je suis là, je suppose que ça n'est pas parce que Laure est une amie et que c'est important pour moi. Ça n'est que le plaisir de pouvoir le dire publiquement, mais parce que effectivement je dirige donc cette institution, l'INHA, qui est partenaire de ce projet à la fois d'édition de livres qui nous réunit aujourd'hui, mais aussi de répertoire en ligne, puisque le livre qui va vous être présenté aujourd'hui, alors j'étais persuadé qu'il y en aurait sur la salle, enfin dans la salle, sur un pupitre, quelque chose, et que donc je pourrais le tenir comme ça. Donc je le tiens dans la main de façon virtuelle. Pour ceux qui n'ont pas vu en passant à l'entrée, ça n'est pas seulement une couverture, c'est aussi un livre extrêmement épais avec de très nombreuses illustrations. Ce livre est le résultat en fait d'un travail au très long cours qui a été mené par Laure de Margerie sur les sculptures françaises sur le sol américain, sur le sol états-unien, et qui a été soutenu par un partenariat entre à la fois des institutions relevant de l'enseignement supérieur et de la recherche et des institutions relevant du monde des musées, d'abord en France, le musée d'Orsay et ses présidents successifs, le musée Rodin. Alors je ne sais plus si le musée Rodin est présidé ou dirigé, mais donc je ne sais plus. Il faut que je dise directrice ou présidente? Directrice. Donc je salue la présence de la directrice. L'école du Louvre, dont je salue également la présence de la directrice, je pense, je ne sais pas. Je suis très mauvais pour les titres et n'ai pas l'intention de changer. Donc voilà, vous devez effectivement faire avec. Et puis deux institutions états-uniennes, et là encore, voilà Christophe Leribaud pour le musée d'Orsay. Lui est président, ça je sais. Bonjour président. Et deux institutions états-uniennes, une université, l'Université du Texas à Dallas, et un musée, le National Sculpture Center, dans la même ville, qui joue un rôle extrêmement actif puisqu'il héberge le site où les résultats du répertoire de la sculpture française aux États-Unis sont accessibles à toutes et à tous en version bilingue, en version récemment rénovée. Pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas consulté le site depuis un certain nombre d'années, il a effectivement évolué. L'INHA s'était engagé sur ce projet, ça avait été voulu par ma prédécesseur, Antoinette Lenormand-Romain, qui a effectivement aussi participé à l'ouvrage par un chapitre très important consacré à Rodin aux États-Unis. Antoinette ne peut pas être parmi nous ce soir, malheureusement, et elle le regrette, mais nous la regrettons également, et il va revenir à Laure la tâche de parler seule, ce dont je suis sûr elle s'acquittera parfaitement, mais voilà, nous aurions aimé beaucoup aussi entendre Antoinette. Et c'est un soutien qui s'est poursuivi d'une façon tout à fait naturelle parce que notamment ce répertoire s'inscrit dans la logique des études que l'Institut a lancées sur les échanges artistiques entre nations, peinture étrangère en France ou diffusion de l'art français à l'étranger. On peut citer en parallèle le répertoire des peintures françaises en Allemagne, REPFAL, qui avait été également développé, et puis tout un ensemble de répertoires sur les peintures germaniques en France qui continuent et qui vont donner lieu à des expositions très prochainement dans les musées du Grand Est, à un répertoire des peintures hispaniques en France, Rétib, qui est en cours également, et puis le grand programme historique de l'INHA, celui fondé par Michel Laclotte, et dont je suis sûr celui-ci serait heureux de voir que, bien que en semi-veille, il continue à être alimenté, le répertoire donc des peintures italiennes dans les collections françaises. La publication, donc
Ce répertoire, il existe, mais il était important qu'il soit accompagné d'une publication papier, non pas parce que nous avons un fétichisme pour le papier, mais simplement parce qu'on ne lit pas et qu'on ne regarde pas de la même façon dans un livre que sur un site internet, que notamment des développements longs et transversaux, comme ceux que ce livre contient, sont plus naturellement disposés à la forme du livre. Et je dois dire, en lisant l'ouvrage, que j'ai été très frappé effectivement par le nombre d'informations qui apparaissent et qui ne figurent pas en tant que telles sur le site. Je pense notamment à la manière dont Laure de Margerie insiste sur la résistance états-unienne à l'art de façon générale au XVIIIe et au XIXe siècle, et notamment à la sculpture et à la sculpture française et à toutes les connotations que l'idée même de sculpture et de sculpture française peuvent emporter dans certaines situations politiques. Je pense également à la manière dont le livre met en valeur, d'une façon que le site internet permet sans doute à des esprits plus aiguisés que le mien de voir, mais pas de façon aussi directe, à quel point la présence de cette sculpture dans l'espace public états-unien, encore aujourd'hui, de façon massive, est à signaler, est étudiée et analysée. Je pense aussi à l'importance des institutions, des expositions, des marchands, des collectionneurs de musées, enfin des directeurs d'institutions publiques qui ont petit à petit fait traverser des objets d'un côté de l'Atlantique à l'autre, puis les ont interprétés, et à quel point, d'ailleurs, on ressent à la lecture de l'ensemble de l'ouvrage, et peut-être, je trouve, notamment dans l'article écrit par Antoinette Lenormand-Romain, à quel point les points de vue états-uniens sur cette sculpture sur cette sculpture française, en l'occurrence sur Rodin, ont pu avoir une importance fondamentale pour sa perception en France, par un effet retour, et puis de façon internationale. Ce livre n'aurait pas pu être publié sans le soutien de mécènes importants. Alors, je vais faire quelque chose qu'on ne devrait pas faire, mais je n'ai pas demandé avant. Laure, est-ce que tu as prévu de remercier les mécènes ou est-ce que je le fais maintenant ? Moi, je trouve que c'est bien de les remercier 2 fois. Alors, je remercie les mécènes de façon générale et individuelle, et Laure de Margerie vous donnera les noms individuels des mécènes en question, parce que je ne voudrais pas abuser de votre patience quand même si je suis d'accord avec Laure. Mais donc, je merci à ces mécènes. Merci également aux équipes de l'INHA qui ont travaillé sur la préparation du livre, en particulier aux équipes du service des éditions et à sa chef, Katia Bienvenue, aux éditions Snook pour la participation également à... J'ai oublié de dire que le livre est publié en 2 versions, une version en anglais et une version en français, donc c'est évidemment toujours beaucoup plus complexe. Merci aux équipes des services de la communication, des manifestations et des moyens techniques de l'INHA pour l'organisation de cette présentation, mais merci surtout à Laure de Margerie d'avoir mené à bien ce projet et de nous donner aujourd'hui l'ouvrage qui en résulte ou qui est un des résultats, et je te cède la parole. Merci beaucoup Éric pour cette gentille introduction. Je suis extrêmement heureuse de vous voir nombreux ce soir et de constater que la sculpture française n'est pas seulement une passion américaine, mais aussi une passion française. Et Antoinette aurait beaucoup aimé être là, comme Éric l'a dit, mais malheureusement, ça n'était pas possible et nous la regrettons, comme Éric l'a dit également. Avant de commencer cette présentation, je suis heureuse de remercier l'Institut national d'histoire de l'art et son directeur, Éric de Chasset. L'INHA nous accueille ce soir, mais surtout il a été un partenaire, comme on l'a entendu, de la première heure du répertoire de sculpture française dans les collections publiques américaines que je mène depuis 2009. Le répertoire a fourni la matière première et nourri la réflexion de cet ouvrage. L'INHA est à l'origine de cette publication et je lui suis infiniment reconnaissante d'offrir ainsi une tribune aux résultats de mes recherches. Et quelle tribune!
grâce à nos deux éditrices, Katia, bienvenue, chef du service des éditions à l'INHA, et Lamia Guillaume, directrice éditoriale des éditions Snook, nous pouvons vous présenter aujourd'hui cet ouvrage de 496 ou 512, ça dépend comment on compte, pages, 444 images. Antoinette et moi les remercions chaleureusement. Enfin, je tiens à remercier en notre nom nos mécènes. Ils ont répondu à l'appel avec générosité et même enthousiasme, et leurs contributions ont été essentielles. Sans eux, il n'y aurait pas de livre. Plusieurs sont parmi nous ce soir, et nous les remercions avec gratitude. Il s'agit de la fondation de la famille Alvorzen, dont la confiance accordée au projet a été un grand encouragement, Charles et Jessie Price, la French Heritage Society, la Fondation Samuel H. Kress, la Fondation Victoire et Auguste Morin, Hubert Duchemin, Léonard Janada et Didier Aron et compagnie. Pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de lire la déclaration suivante. L'âge de la sculpture et de la peinture n'est pas encore arrivé dans ce pays et j'espère qu'il n'arrivera pas de sitôt, dit le président John Adams, écrit le président John Adams à Jean-Baptiste Binon, un sculpteur français auteur de son portrait, et ce n'est pas parce qu'il désapprouvait le portrait. Puis, il faut constater la réalité de la situation actuelle. Plus de 14 000 sculptures par plus de 1 000 artistes dans plus de 600 localisations aux États-Unis. Comment est-on passé de cette déclaration de 1819 à la réalité de la situation actuelle ? Comment expliquer l'indéniable succès de la sculpture française aux États-Unis ? Pas une seule autre nation européenne ne peut prétendre au rang de sculpture étrangère la plus collectionnée. Pas même le pays dont les sculpteurs sont si réputés et émigrent volontiers, l'Italie. Pas même la rivale politique et industrielle de la France, l'Allemagne, et bien sûr pas même le parent rejeté, l'Angleterre, alors que la population d'origine française aux États-Unis est bien moindre que les populations d'origine italienne, allemande ou anglaise. Le but de cet ouvrage est de remettre dans son contexte historique et sociétal américain la sculpture française qui se trouve aujourd'hui aux États-Unis, de comprendre comment elle y est venue et par quels intermédiaires, institutions, collectionneurs, marchands et enfin conservateurs de musées, de décrypter quel a été son rôle dans la société américaine et comment elle y a été reçue, et de savoir comment le goût a évolué depuis les années 1770, date des premières sculptures françaises aux États-Unis. Le sommaire vous montre que l'ouvrage s'articule en 4 parties, la politique par la sculpture comme décor, collectionner la sculpture, puis la 4e partie, collectionner Rodin. Antoinette est l'auteur de ce que l'on pourrait presque intituler une étude de cas, mais qui est bien plus qu'un cas, puisque Rodin est le sculpteur français le plus collectionné aux États-Unis, ses œuvres représentant environ 10% de toutes les sculptures françaises repérées jusqu'à maintenant. L'ouvrage arrête son étude vers les années 1950, qui voit un changement dans la pratique de la sculpture. Un bilan des années 1950-2020 est dressé dans la conclusion. L'histoire de la sculpture française aux États-Unis suit d'une manière proche les relations politiques, mais aussi industrielles et commerciales entre les deux pays. Elle est fortement marquée du sceau de l'amitié entre les deux nations, né du soutien français à la cause de l'indépendance américaine. Elle est une chambre d'écho des événements historiques que traversent les deux pays. C'est ainsi que le début de la présence de la sculpture française s'inscrit dans un contexte public, para-étatique, où la res publica est prééminente. Ces premières sculptures sont presque exclusivement des portraits, presque. La sculpture est recherchée pour ce qu'elle représente et non pour comment elle le représente, même si la qualité artistique d'un buste de Houdon, par exemple, est appréciée à sa juste valeur. Cette composante publique, établie au XVIIIe, perdure jusqu'à aujourd'hui. Le tout début de cette présence est symbolique, puisqu'il s'agit du premier monument commémoratif jamais élevé par la nation indépendante. Son importance est telle qu'il fait l'objet d'un livre entier publié en 2015. Le monument est consacré au général Montgomery, tué en décembre 1775 au tout début de la guerre d'indépendance, lors de la bataille de Québec, qui voit la victoire des Anglais.
Son érection est décidée en janvier 1776 par le Second Congrès continental, l'organe qui gouverne les 13 colonies de 1775 à 1781 et signe la déclaration d'indépendance proclamée le 4 juillet 1776. Ce monument, placé sur un mur extérieur de la plus ancienne chapelle de Manhattan, à New York, alors capitale du pays, est l'œuvre d'un Français, Jean-Jacques Caffieri, qui prend soin de signer de Paris et sculpteur du roi. Pour célébrer un héros de l'indépendance américaine, il n'est pas question d'avoir recours à un sculpteur de la couronne anglaise. L'excellence de la sculpture française et le soutien décisif de la France dans la lutte expliquent le choix d'un sculpteur français. La suite est bien connue. La présence à Paris des principaux insurgés, comme on les appelle, l'appartenance commune à la loge maçonnique des 9 sœurs, du sculpteur Jean-Antoine Houdon et de certains d'entre eux, font de Houdon le portraitiste attitré des pères fondateurs et des héros de la guerre d'indépendance. Benjamin Franklin, George Washington, John Paul Jones, Jefferson, Lafayette. Houdon est alors un portraitiste au talent reconnu dans toute l'Europe. Et lorsqu'il s'agit de représenter en statue le général George Washington, c'est lui qui est choisi. L'Assemblée générale de Virginie commande la statue en 1784, alors que Washington vient de quitter son poste militaire de général et est sur son domaine de Mount Vernon en Virginie. Il est le vainqueur de la guerre d'indépendance et sa réputation est déjà très grande. Houdon fait le voyage jusqu'à Mount Vernon en 1785 afin d'étudier son modèle et de faire, comme il en a l'habitude, un moulage sur nature de son visage. Le résultat est ce masque que le sculpteur remporte en France. Là, il prépare 2 modèles pour la statue, nu à l'antique ou en costume moderne, qui est celui choisi par Washington. La statue est installée à Richmond en 1796, alors que Washington est déjà président depuis 1789. Elle devient rapidement la représentation iconique du premier président des États-Unis. Au-delà d'une amitié maçonnique, un élan de fraternité républicaine anime dans les décennies suivantes des sculpteurs français pour qui les États-Unis sont le lieu où les principes de 1789 ont pu se concrétiser. Cette admiration pour la démocratie américaine, cette envie même, s'exprime à l'occasion de l'assassinat d'Abraham Lincoln en 1865. L'assassinat de celui qui était le président 2 fois élu, le vainqueur de la guerre civile, l'abolisseur de l'esclavage, est un choc immense pour les Américains. La première statue qui lui est érigée aux États-Unis est l'œuvre d'un Français, Pierre Mezzara, qui a émigré en Californie à la fin des années 1840, attiré par la ruée vers l'or et pensant y trouver richesse et gloire. Dès que la nouvelle de la mort de Lincoln est connue en France, un groupe de républicains français opposés au régime de Napoléon III, dont Louis Blanc, Victor Hugo, Jules Michelet, Edgar Quinet, Victor Schœlcher, commandent une médaille à un artiste quasi inconnu, Frankie Magniadas, et envoient un exemplaire en or à la veuve de Lincoln, fruit d'une souscription publique, en l'accompagnant d'une lettre dont je cite un extrait. Si la France bénéficiait de la liberté dont jouit l'Amérique républicaine, des millions et non des milliers d'entre nous auraient compté parmi les admirateurs de Lincoln. Excusez-moi. Voilà donc la médaille en or envoyée à la veuve de Lincoln et qui se trouve à la Library of Congress. Cet élan libéral et démocratique est celui qui inspire Édouard de La Boulaye, le juriste républicain, spécialiste de l'histoire américaine, anti-esclavagiste, à l'origine de la Statue de la Liberté. Plusieurs expositions universelles se tiennent sur sol américain. Haut lieu de propagande politique, industrielle et commerciale, les expositions universelles sont l'occasion de faire connaître l'état de l'école artistique française, mais aussi celui des industries françaises, notamment la fonte de bronze d'art. La plus importante de ces expositions est celle de 1893 à Chicago, célébrant, avec un an de retard, le 400e anniversaire de l'arrivée de Christophe Colomb dans les Caraïbes. La France envoie un grand nombre de sculptures, présentées dans plusieurs lieux de l'exposition, le pavillon national, la section des beaux-arts, le palais des manufactures, le palais des femmes.
Le fondeur Thiebaut expose sur son stand dans le Palais des Manufactures ce vase monumental, l'Apologie de la vigne, du peintre, illustrateur et sculpteur Gustave Doré. Doré était mort depuis 10 ans, mais n'avait jamais payé son fondeur, qui avait par conséquent conservé le vase. Thiebaut espère le vendre lors de l'exposition de Chicago, mais dans une Amérique où le combat pour l'abstinence, ou au moins la tempérance, est mené à la fois au nom de la religion et du féminisme, en raison de la corrélation entre consommation d'alcool et violence conjugale, le sujet doit bien sûr diviser les visiteurs. Le vase est néanmoins repéré par De Young, un journaliste et homme d'affaires de San Francisco, qui l'acquiert quelques années plus tard et le donne au musée de San Francisco. L'image de la France mise en avant dans ces expositions universelles par les organisateurs officiels français est très traditionnelle. C'est à la fois un choix intentionnel et une réponse à une attente du public américain. Pour poursuivre sur ce thème des liens France-États-Unis dans le domaine public, un personnage historique français connaît une notoriété immense outre-Atlantique. Dans les années 1920, lorsqu'il s'agit pour 4 écoles normales de jeunes filles de l'État de Virginie de se choisir une mascotte, elles élisent Jeanne d'Arc. Et la figure sous la forme de plâtre réalisée d'après la Jeanne d'Arc de Chaput, aujourd'hui au musée d'Orsay. Il est tentant de voir en ce choix la volonté commune aux Français et aux Américains de célébrer celle qui a voulu bouter les Anglais hors du pays, mais il faut sans doute plutôt y voir l'admiration pour le modèle de femme que Jeanne d'Arc représente, non pas tant dans sa dimension religieuse, mais une femme indépendante, volontaire, courageuse et patriote. L'engouement pour l'héroïne française est si commun aux États-Unis que lorsque des jeunes femmes activistes haranguent les foules, elles sont surnommées des Jeanne d'Arc. Même si elles ne se déroulent pas sur leur sol, les 2 guerres mondiales du XXe siècle ont un grand retentissement aux États-Unis. En 1949, les citoyens français font parvenir aux Américains un train entier de présents en remerciement du train chargé de 16 000 tonnes de vêtements, nourriture, médicaments que ceux-ci, les Américains, avaient fait parvenir à la France et à l'Italie en 1947. Le train de la reconnaissance, initié par un cheminot ancien combattant, réunit 49 wagons chargés de cadeaux émanant de personnes privées, de municipalités, d'entreprises, d'administrations, la Réunion des musées nationaux par exemple. La gare d'Orsay et la Samaritaine à Paris servent de centre de réception pour les objets. Le train traverse l'Atlantique du Havre à New York à bord du Magellan, sur le flanc duquel est inscrit en lettres monumentales « Merci », d'où l'appellation aux États-Unis de Merci Train. Parmi les 52 000 objets se trouvent quelques objets d'art. Des bustes par Caffieri, Houdon, Rodin, une statue 18e du général Washington, peut-être antérieure à celle de Houdon, malheureusement perdue, des médailles spécialement frappées par la Monnaie de Paris et ce plâtre de Lugolin de Carpeaux donné par l'atelier de moulage du musée du Louvre. Et pour terminer ces exemples de sculptures françaises dans l'espace public ou en lien en tous les cas avec la vie publique du pays, je vous montre cette grande ombre de Rodin, ce grand bronze qui a été donné par la France en 1968 dans des circonstances, pour commémorer des circonstances tout à fait dramatiques, puisqu'en 1962, un groupe très nombreux de mécènes de la ville d'Atlanta périt dans un accident d'avion à l'aéroport d'Orly qui fit 130 morts, ce qui était énorme pour l'époque et encore maintenant. Pour leur rendre hommage, la France fait donc quelques années plus tard, en 1968, d'une statue de Rodin que vous avez à l'écran, autour de laquelle sont gravés les noms des morts et qui, annuellement, est le siège encore le lieu d'une cérémonie en leur honneur. Comme vous le voyez, cette présence publique de la sculpture française est régulière depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Mais il y a un autre aspect encore plus important qui se développe un peu plus tardivement et qui continue lui aussi de nos jours, c'est le domaine des collections privées. Parmi les nombreuses différences entre les 2 pays, dans les rapports entre l'art et les entités publiques, il en est une essentielle qui est le rôle de l'État. En France, depuis la monarchie, l'art est utilisé par le pouvoir central, qui en a reconnu la puissance symbolique,
qui soutient la création artistique en achetant aux artistes vivants, qui constitue des musées pour l'éducation et le plaisir de tous. Aux États-Unis, ces différents rôles sont endossés par des personnes privées. Et vous voyez ici 2 exemples de musées créés par des collectionneurs privés. D'où l'importance essentielle des collectionneurs et collectionneuses et dans leur orbite des marchands et galeristes et des décorateurs. Leur entrée en scène se passe vers le milieu du XIXe siècle lorsque l'intérêt pour l'art change de nature. Il n'est plus apprécié uniquement pour les personnages représentés, mais il devient objet de délectation personnelle. On entre dorénavant dans la sphère privée et dans le domaine de l'art pour l'art. Apparaissent alors les premiers collectionneurs, véritables amateurs d'art, William Corcoran, dont on a vu le musée précédemment, les Walters, père et fils, dont on a vu le musée précédemment, dont vous venez de voir les musées, et les premiers agents courtiers, George Lucas et Samuel Avery. C'est un univers encore masculin, mais une particularité des États-Unis est, à partir de la fin du XIXe siècle, le rôle actif et décisif joué par les femmes dans le monde artistique, qu'elles soient collectionneuses, conservatrices indépendantes, directrices de musées. Plusieurs de ces collectionneurs s'installent à Paris dans les années 1860-70, certains heureux de mettre un océan entre eux et une guerre civile dans laquelle leurs sympathies sudistes, dictées par leurs intérêts financiers, ne sont pas forcément bien vues. Leur domaine de prédilection est la sculpture animalière, et en premier lieu celle de Barye, qui est, après Rodin, le sculpteur français le plus collectionné aux États-Unis. À Baltimore, les Walters ouvrent leur collection au public dès 1875 et un nouveau bâtiment ouvre en 1934. Il y a même, dans le Wyoming, un National Museum of Wildlife Art à Jackson qui conserve de nombreuses sculptures animalières françaises. Barye n'est pas le seul sculpteur animalier apprécié par les Américains. Et le musée n'est pas non plus le seul lieu où l'on trouve de la sculpture animalière. Cela peut être un parc public, comme ce groupe de Fratins, qui est le premier groupe sculpté à être mis en place dans Central Park, ou un jardin privé, comme celui de cette demeure de Newport dans le Rhode Island. Et depuis les années 1870, chaque année voit l'acquisition par un musée américain d'une sculpture animalière française. 150 ans. Ce tropisme vers l'art animalier peut être mis en rapport avec le lien des Américains, intimes et ou nostalgiques, avec leur faune sauvage. L'absence de sujet à décrypter permet aussi une appréciation immédiate de l'objet artistique. Il est une autre raison qui peut expliquer la prépondérance de la sculpture animalière dans les premières collections américaines, c'est la relation complexe qu'entretiennent les Américains avec le nu et la décence. L'histoire de l'art français est émaillée de scandales sur le sujet, mais qui s'articulent plus autour de la notion d'érotisme que de nudité. Par exemple, La femme piquée par le serpent de Clessinger et La danse de Carpeau. L'histoire de l'art aux États-Unis est aussi émaillée de scandales, mais qui sont généralement provoqués par la nudité elle-même. Fortement marquée par l'esprit puritain des premiers colons, la société est prompte à condamner tout ce qui peut sembler contraire à des principes de stricte morale protestante. Elle n'est donc pas prête à accueillir les innombrables statues de nus féminins que le Salon et les expositions universelles montrent chaque année et qui sont envoyées dans les expositions universelles sur sol américain. Cette vignette du New Yorker de 2005, j'avoue que je n'ai pas résisté lorsque June Hargrove me l'a indiqué. Cette vignette du New Yorker de 2005 illustre bien le sentiment qui prévaut. Vous aurez reconnu la femme au perroquet de Courbet, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York. Lorsque les collectionneurs américains se concentrent sur l'art animalier, c'est donc un choix délibéré qu'ils opèrent dans la production française de l'époque. Ces mêmes premiers collectionneurs et courtiers, Lucas et Avery, s'intéressent dès les années 1880-90 aux œuvres de Rodin. C'est ainsi que George Lucas achète et revend à Samuel Avery cette tête de Saint Jean-Baptiste,
première œuvre de Rodin a entré dans les musées américains lorsque Avery la donne en 1893 au Metropolitan Museum. C'est un Rodin encore classique, empreint d'une esthétique néo-renaissance. D'autres groupes de collectionneurs se forment peu à peu, se différenciant les uns des autres par leur rang dans la société ou leur degré de fortune. L'essor urbain fait sortir de terre des maisons plus imposantes et parfois plus extravagantes les unes que les autres, construites par des riches entrepreneurs, industriels, rois du chemin de fer ou de la banque. Il faut les meubler et les décorer. Les décorateurs, qu'ils soient américains, comme Louis Comfort Tiffany, allemands, comme les frères Herter, ou français, comme Jules Allard, jouent un rôle de chef d'orchestre. Bien souvent, le décor se caractérise par l'accumulation de tout. Si vous ne distinguez pas de prime abord les deux sculptures françaises qui se trouvent dans cet intérieur, ce n'est pas étonnant, car le maître mot du principe de décoration de l'époque est, en français dans le texte, le bric-à-brac. Les sculptures remplissent un rôle de complément de l'architecture ou du décor d'une pièce. Dans ces maisons du Gilded Age, l'art est essentiellement contemporain, celui qui est exposé au Salon, à Paris, et que marchands ou décorateurs font venir prestement de l'autre côté de l'Atlantique. S'entourer de l'art du présent offre l'avantage d'être à l'abri des tromperies et ventes frauduleuses, car les objets sont facilement traçables et des preuves d'authenticité peuvent même être obtenues de la part d'artistes encore vivants. Lorsque l'on monte d'un cran dans la catégorie sociale et dans le montant de la fortune, le décor se fait plus travaillé et les objets plus précieux. Une des maisons les plus emblématiques de cette période est le Triple Palace de William Vanderbilt, l'homme le plus riche du monde à sa mort en 1885. On trouve de l'ivoire et des pierres précieuses pour la fortune de Moreau-Vautier, visible sous la cloche à gauche de l'illustration, et les torchères japonaises, qui étaient déjà disponibles en bronze sur le catalogue du fondeur Barbedienne, sont ici en bronze, plaquées d'or et d'argent et exécutées par l'orfèvre Christoffel. Presque toutes ces maisons ont été détruites, après 40 ou 60 ans d'existence. De toutes ces sculptures visibles dans les intérieurs du Gilded Age, pour l'instant, pas une, d'après mes recherches, ne se trouve dans une collection publique américaine. Elles réapparaîtront un jour. Mon prochain champ d'investigation est Hollywood, car il paraît que les studios de cinéma ont beaucoup acheté aux ventes avant destruction. Les villes se densifiant, les grandes familles se font construire des demeures à la campagne, dont les architectes ont souvent été formés à Paris à l'École des Beaux-Arts, où ils ont donc tissé des liens avec les autres élèves, peintres et sculpteurs. Pour White Marsh Hall, en Pennsylvanie, les propriétaires, le banquier Edward Stotesbury et son épouse Eva, confient l'aménagement intérieur et extérieur à leur marchand attitré Joseph Duveen. Celui-ci joue donc un rôle bien plus large que celui seulement de marchand. Ordonnanceur du cadre de vie, il définit par là même pour ses clients le rang social qu'ils doivent tenir. Duveen fait appel pour les jardins à un paysagiste français installé temporairement aux États-Unis, Jacques Grébert, qui lui-même fait faire des sculptures pastiches de groupes 18e existants par son père, le sculpteur Henri Grébert. Ce n'est donc plus l'art du jour, comme dans les maisons du Gilded Age, mais des pastiches de l'art du passé. Sous un tout autre ciel et une toute autre lumière, les jardins de William Randolph Hearst en Californie regorgent de nymphètes et baigneuses art déco à la blancheur immaculée. Hearst les achète au salon ou les commande directement aux sculpteurs. Bien que quasi contemporain, le contraste est frappant entre le faux 18e d'une demeure comme White Marsh Hall et l'esthétique art déco de Hearst Castle. Là aussi, je n'ai pas pu résister. Peu à peu, les Américains voyagent plus en Europe. Les musées se créent, à partir principalement des années 1870-80. Les marchands et les décorateurs deviennent plus nombreux et le goût se porte vers une période plus ancienne de la sculpture, essentiellement le XVIIIe siècle. S'entourer de l'art du passé permet d'établir des liens avec l'Europe et son passé aristocratique. Les amateurs, à l'œil plus éduqué, bâtissent de véritables collections qu'ils destinent souvent à un musée dans une optique de philanthropie et d'éducation
qui est une composante essentielle de la société américaine. Au sein de ces demeures privées, les collections sont d'ailleurs parfois présentées dans des salles au dispositif quasi muséal, comme vous le voyez ici. Éclairage zénital, bancs, larges tables, accrochages serrés, il ne manque que les cartels. C'est le cas des salles aménagées chez Benjamin Altman, dont on disait qu'il avait importé aux États-Unis le grand magasin, tel qu'Aristide Boucicaut l'avait établi à Paris avec le Bon Marché en 1852. Et vous voyez la baigneuse de Houdon dans la niche de la première salle, de la salle principale que vous voyez sur votre gauche. Au XXe siècle, là on est à la fin du XIXe et au tout début du XXe siècle, au XXe siècle, le salon vénitien sur la 5e avenue du collectionneur Samuel Cress montre à la place d'honneur cette Vénus aux colombes de Falconet. Cress avait répondu le premier à l'appel de Paul Mellon pour constituer la National Gallery. Et sa contribution fut si généreuse qu'à l'ouverture du musée en 1941, presque 75% des objets exposés étaient donnés ou prêtés par lui. Le goût pour l'art du XVIIIe s'exprime aussi au travers de ce que nous considérons volontiers comme représentatif de ce siècle, la terre cuite. Les collectionneurs américains aiment la terre cuite et en achètent dès le début du XXe siècle et continuent à en acheter. Qu'il s'agisse d'esquisses ou d'œuvres achevées, on est là au plus près de la main de l'artiste et de l'impulsion créatrice. Et voici l'exemple d'une collectionneuse, justement. Et deux terres cuites achetées relativement récemment par les musées américains. Parallèlement, il n'est pas rare que les collectionneurs du tournant du siècle aient un Rodin dans leur collection, comme une œuvre nécessaire à toute bonne collection, tant la vogue de l'artiste est grande aux États-Unis. Mais le sculpteur de son vivant a surtout bénéficié de l'attention entière de plusieurs collectionneurs et collectionneuses, surtout, qui ont, avec passion et programmation, assemblé des ensembles représentatifs de son œuvre, avec, là aussi, un désir de partage philanthropique et d'éducation à l'œuvre de celui qui était considéré comme le plus grand sculpteur de l'époque. Par exemple, Mrs. Simpson et son mari établissent une relation amicale avec Rodin lors de visites à l'atelier de l'artiste, et Mrs. Simpson donne sa collection à la National Gallery of Art en 1942. Les dessins de Rodin sont rapidement reconnus comme des œuvres à part entière et collectionnées en tant que telles. Je vous montre quelques exemples de ces œuvres entrées dans les collections américaines dans la première moitié du XXe siècle. Le goût se porte principalement vers les marbres et des œuvres encore relativement classiques. L'artiste lui-même donne des œuvres au Metropolitan Museum of Art, dont des abattis, comme on les appelle, ces petits membres en plâtre, jambes, bras, mains, ingrédients à partir desquels il compose sa recette, assemble, marcotte ses œuvres, et ce torse très moderne dans sa découpe et sa fragmentation est également donné par Rodin. Rodin est apprécié dans des cercles très différents. L'apôtre de l'avant-garde, Alfred Stieglitz, et son associé, le photographe Steichen, lui consacrent une exposition de dessins dont ce magnifique cavalier est un témoignage. Rodin trouve sa place aussi dans les manifestations officielles comme les expositions universelles. Ici, celle de 1915 à San Francisco. Il avait déjà été présent dans celle de 1876 à Philadelphie, 1893 à Chicago, 1904 à Saint-Louis. Citons encore deux grands collectionneurs de l'artiste, Mrs. Spreckels, fondatrice du musée de la Légion d'honneur à San Francisco et donatrice de ce penseur, et surtout le grand propriétaire de cinéma aux États-Unis, Jules Mastbaum, qui lui établit un musée entier consacré à Rodin à Philadelphie. Enfin, le penseur est devenu l'emblème des musées américains. L'exposition de l'Armory Show en 1913 est traditionnellement reconnue comme l'introduction du modernisme aux États-Unis. Elle se tient à New York, où elle a un grand succès, surtout médiatique, à Chicago, où elle a aussi un grand succès, et à Boston, où elle n'a aucun succès. Probablement parce que la ville était
très tournée vers son passé. Je vous montre une photo de l'étape à Chicago, plus rarement vue que la photo de l'étape à New York. Même si elle n'est pas en réalité la première occasion de voir aux États-Unis les tendances nouvelles de la sculpture française, visibles sur les deux tables dont je vous montre des détails malheureusement un peu flous, mais je voulais quand même que vous puissiez voir derrière la grande statue du sculpteur allemand Lehmbruck, vous avez Brancusi, Bourdelle, Gauguin, Brancusi. Et sur cette table-ci, vous avez Brancusi, Archipenko et Brancusi. Et dans le fond, bien sûr, le grand atelier rouge de Matisse qui est au Museum of Modern Art à New York. Donc l'exposition de l'Armory Show est décisive par la prise de conscience qu'elle provoque chez les artistes, les marchands et les collectionneurs. L'avenir se dessine dorénavant dans une autre direction. Dans la foulée, de nouvelles collections se forment, comme celle de Louise et Walter Arensberg. Lorsque Marcel Duchamp arrive à New York en juin 1915, donc 2 années après le Armory Show, les Arensberg lui trouvent un atelier dans leur immeuble et il devient le centre de leurs soirées littéraires et artistiques. C'est quasiment le seul lieu aux États-Unis où l'avant-garde a libre cours. Walter Arensberg se considère dorénavant le gardien de l'œuvre de Duchamp et rassemble tout ce qu'il peut se procurer, peinture, sculpture, documents. Le couple collectionne aussi avec avidité les œuvres de Brancusi. Et vous avez ici, dans cette photo de leur intérieur à Los Angeles, où ils s'installent après New York, dans l'âtre de la cheminée, le groupe des 3 pingouins. Donc ici, les 3 pingouins. Plus difficile à voir le fils prodigue sur la cheminée, ici, et 2 profils sur le côté vers la pièce suivante, l'oiseau dans l'espace ou oiseau jaune. Et les Arensberg avaient un goût très particulier et souhaitaient mêler leur collection de Brancusi à leur collection de sculptures africaines ou, comme ici, précolombiennes. Leur collection aboutit au musée de Philadelphie. D'autres collectionneurs sont loin des grands centres culturels du pays. À Des Moines, dans le Iowa, le magnat des cosmétiques Carl Weeks, jouant sur la réputation française en la matière, adopte un nom français pour sa compagnie, Armand, et voyage régulièrement en France. Il acquiert dans une galerie parisienne 2 œuvres de Bourdelle, dont ce buste d'Auguste Rodin, que vous voyez... Oh, pardon, excusez-moi, que vous voyez donc dans son intérieur sur un bahut très médiéval, donc un intérieur très médiéval, comme c'était souvent le cas. Donc ce buste de Rodin et une tête d'Apollon. Le métier de galeriste apparaît, différent de celui de marchand. Accompagner des artistes vivants, vendre de l'art d'avant-garde, requiert d'autres qualités et d'autres modes d'action. Les galeristes sont nombreux à s'installer à New York, porte d'entrée commerciale des biens venant de France. L'un d'eux joue un rôle primordial pour la diffusion de la sculpture française, Joseph Brumer. Hongrois, formé un temps comme sculpteur, il avait ouvert avec ses frères une galerie à Paris en 1909, puis en ouvre une à New York en 1914. Sa formation de sculpteur l'a sans doute rendu sensible à ce domaine et il organise à New York un grand nombre d'expositions de sculpteurs français ou installés en France. Et j'aime beaucoup cette photo de l'exposition Pompon parce que je trouve la lumière particulièrement magnifique. Il soignait beaucoup ses présentations. Brumer collabore souvent avec le Arts Club de Chicago, formé en 1916 par un groupe de femmes après l'étape à Chicago de l'exposition de l'Armory Show en 1913. Malgré le grand succès de l'étape de Chicago en 1913, ces femmes sont très conscientes de la nécessité d'éduquer à l'art moderne les habitants de la ville et s'en donnent la mission. La directrice de l'Arts Club et la directrice des expositions, la française Alice Roulier, organisent des expositions d'artistes contemporains, dont de nombreux sculpteurs français. Leur action est tellement reconnue que l'Art Institute de Chicago leur confie la programmation d'une de ces salles pendant quelques années.
Elles forment une petite collection, encore visible à l'Arts Club, dont la pièce maîtresse est cet oiseau d'or de Brancusi, qui lui a été vendu par le Arts Club, vendu et donné, et se trouve à l'Art Institute. Cette collaboration à Chicago de l'Arts Club avec l'Art Institute, entre associations privées et musées publics, fait écho à la question centrale des années 1920, la création d'un musée dédié entièrement à l'art moderne. Plusieurs collectionneurs passionnés d'art moderne caressent l'idée de créer un musée d'art moderne sans y parvenir. On peut citer Catherine Dreyer, fondatrice avec Man Ray et Marcel Duchamp de la Société Anonyme, dont le but est à l'origine éducatif. Tout d'abord, promouvoir l'art et non les personnes, et ensuite contribuer à faire comprendre les nouvelles formes d'art que l'époque qui débutait était en train de créer. Son ascendance allemande lui fait introduire des artistes du monde germanique et de l'Europe de l'Est, tandis que les artistes français sont représentés grâce à l'action de Duchamp. Dreyer, par manque de moyens, ne peut établir un musée permanent et la collection de la Société Anonyme est finalement donnée par Dreyer et Duchamp à la Yale University Art Gallery en 1941. Un musée universitaire est un cadre idéal pour poursuivre la mission première des fondateurs, l'éducation, et il est prévu dès le départ que la Yale University Art Gallery prête les œuvres de la collection afin d'éduquer un plus large public. Mais finalement, ce sont trois femmes, Lily Bliss, Abby Rockefeller et Mary Queen Sullivan, qui fondent en 1929 à New York le Museum of Modern Art. Le tout premier objet à entrer dans les collections du musée est ce bronze de Mayol, sculpteur largement soutenu par Abby Rockefeller et Anson Conger Goodyear, le premier président du conseil d'administration du musée, qui fait don lui-même de ce bronze. De même qu'en France, les œuvres des artistes contemporains étaient transférées du musée du Luxembourg, le musée des artistes vivants, au musée du Louvre. En 1947, le Museum of Modern Art passe un accord avec le Metropolitan Museum of Art pour lui vendre, je cite, « des peintures et des sculptures que les deux musées s'accordent à considérer comme ayant passé de la catégorie de moderne à celle de classique ». C'est ainsi que cette œuvre, au statut historique, puisque la première à rentrer dans les collections du MoMA, se trouve maintenant au Metropolitan Museum of Art. La première décennie du musée fait entrer un grand nombre de sculptures françaises dans ses collections. Les achats révèlent une conception de la modernité qui englobe le cubisme, l'abstraction et le surréalisme. Il est rare que le MoMA achète des œuvres dès leur création, laissant généralement se faire un décalage de quelques années. Le soutien à la création contemporaine, tel que la France l'avait toujours pratiqué et le pratiquait encore par les achats faits par l'administration des beaux-arts dans les divers salons, n'était pas dans les objectifs du musée. En revanche, il se donne une véritable mission éducatrice, renouant avec les principes fondateurs des musées américains, et le Museum of Modern Art crée rapidement un département des expositions itinérantes. Ce département publie des catalogues où l'on peut choisir son exposition. Il donne la liste des objets, le métrage linéaire nécessaire, le poids important pour la sculpture et bien sûr le coût de location à la semaine de l'exposition. Cela permet à de nombreux musées, notamment d'universités, d'introduire auprès de leur public les principes de l'art moderne. Si l'on dresse un bilan depuis 1950, les acquisitions de sculptures françaises par les musées américains se sont multipliées de façon exponentielle. En ce qui concerne Rodin, il y eut une période de désintérêt pour l'artiste. En 1953, l'Iris, que vous avez à votre gauche, donnée au musée de Boston en 1908, était jugée impossible à exposer et donc vendue. Elle est achetée ensuite par le grand collectionneur Joseph Hirshhorn et se trouve dans son musée, dans le musée qu'il a fondé à Washington. Mais lorsque Alfred Barr, le très important directeur du Museum of Modern Art, commande un exemplaire du Balzac en 1955, il est considéré comme, je cite, une œuvre pionnière et l'une des plus grandes sculptures de l'art occidental. Exposition consacrée à Rodin, travaux universitaires, actions de collectionneurs et de conservateurs, le sculpteur est toujours très présent sur la scène artistique américaine. Un Rodin dont l'utilisation de la troncature, de la fragmentation, correspond à l'évolution du goût moderne. Le magnifique groupe du Christ et de la Madeleine, acquis par le Getty en 2014, témoigne, lui, d'une appréciation renouvelée pour ces marbres.
En dehors de Rodin, on peut déceler plusieurs domaines de prédilection parmi les acquisitions des musées américains. La terre cuite, poursuivant un goût déjà présent, comme vous avez pu le voir. Le 19e siècle, qui a bénéficié d'études universitaires américaines pionnières, puis de l'ouverture du musée d'Orsay. Et la couleur, que ce soit dans des œuvres de collaboration sculpteurs-céramistes ou, comme ici, par une polychromie de matériaux. Mais surtout, ce qu'il est intéressant de noter, c'est la constante du goût pour le portrait. Non pas forcément le portrait des grands hommes, comme nous l'avons vu au début de cette histoire, mais le visage humain, dans ce qu'il a de plus immédiat et surtout de plus universel. L'élément qui nous relie les uns aux autres et que nous partageons tous, quel que soit notre degré de savoir, quelle que soit notre origine. Je vous remercie. Merci. Alors, je crois que vous avez un rafraîchissement qui vous attend, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui? Enfin, si vous souhaitez poser des questions, je serais ravie d'y répondre, mais je comprends aussi que vous avez eu beaucoup d'informations, donc vous avez tout à fait... n'êtes pas obligé de poser des questions. Non. Si. Mais il y a un micro, mais... Bonjour. Quel a été votre plus grand bonheur, votre plus grande surprise, un petit miracle qui vous est arrivé pendant ces 15 ans de recherche? Le miracle, il est constant. Et le bonheur, il est constant parce que là, je viens de travailler pendant presque 3 ans sur le répertoire, sur le livre, pardon, 1 an et demi d'écriture, enfin bon, presque 3 ans, et je n'ai qu'une hâte, c'est de retourner au travail sur le répertoire parce que c'est un moment où j'apprends énormément. J'ai appris beaucoup pour écrire le livre, mais quand je travaille sur le répertoire, je découvre constamment non pas tant des nouveaux artistes, quoique ça arrive, mais des nouveaux collectionneurs, des nouveaux musées, des nouvelles façons d'acquérir des œuvres. Donc, en fait, c'est un bonheur de tous les jours. Voilà. Véronique. Bravo Laure, c'était formidable. J'ai une question. Oui. Quand on a 14 000 sculptures en répertoire, comment fait-on pour choisir? Alors, en fait, le livre est né effectivement de ces 14 000, en fait, ces milliers de sculptures, parce que je me suis dit à un moment donné que quand j'ai commencé, il y en avait pas, à réfléchir au livre, il n'y en avait pas 14 000, il y en avait peut-être 8 000, 10 000, que c'était quand même un corpus suffisant et représentatif pour commencer à réfléchir et à discerner des tendances dans les modes d'acquisition. Dans la base de données sur laquelle je travaille, et je suis ravie de remercier les stagiaires ici ce soir qui ont participé à cette base de données. Il y en a quelques-unes dans la salle et quelques-uns dans la salle, donc je suis très heureuse de les remercier pour leur travail. En fait, dans la base de données, j'ai un champ, une méthode qui permet de classer par année d'acquisition. Et c'est comme ça qu'en classant toutes les sculptures, les milliers de sculptures par année d'acquisition, je me suis aperçue qu'il y avait cette chronologie entre œuvres de l'espace public et œuvres de collection privée. Et c'est comme ça que j'ai pu discerner et séparer ces deux entités qui ne sont pas totalement étanches, bien évidemment, mais c'est comme ça que j'ai pu les séparer. Après, la merveille d'une base de données, c'est qu'on peut croiser des champs, on peut demander je voudrais un relief en terre cuite du XVIIe ou je voudrais un buste en marbre du XIXe. Voilà. Donc le choix, il est fait comme ça. Il est fait aussi beaucoup par coup de cœur.
les œuvres que j'aime. La couverture du livre en est un exemple. Et si je l'ai choisi, c'est vraiment parce que je voulais mettre en couverture une œuvre qui ne nécessite aucune connaissance pour qu'elle soit appréciée. On n'a pas besoin de connaître la mythologie, on n'a pas besoin de connaître l'histoire française ou américaine, on n'a pas besoin d'avoir des références littéraires. C'est un dormeur qui est encore à l'écran. Et voilà, c'est une œuvre que je trouve très tendre, que je trouve aussi montrant quelqu'un dans un état de vulnérabilité. Un enfant qui dort, c'est un enfant vulnérable, comme nous tous. Et donc, je tenais vraiment beaucoup à cette œuvre en couverture, et je suis très heureuse que les deux éditrices aient accepté ce choix. Les autres œuvres auxquelles je pensais sont en réalité les doubles pages d'ouverture des sections dans le livre, donc elles sont quand même présentes, mais je tenais beaucoup à cette œuvre. Est-ce que ça a répondu à ta question, Véronique? Plus ou moins? Plus ou moins. D'accord. Merci beaucoup, Laure. C'était magnifique. J'ai une question compliquée sur la notion de sculpture française et sa construction donc par l'Amérique, et je voudrais l'introduire parce que ça m'a préoccupé. La figure de George Barnard, qui est un sculpteur américain, élève de Rodin, donc il apprend à fabriquer de la sculpture française aux États-Unis, c'est ce qu'il fait à un moment, et puis il a des difficultés économiques et se réinvente comme marchand, et il devient le grand introducteur de la sculpture romane, du premier musée des Cloisters, etc. Et il rassemble ces sculptures en France, ces sculptures romanes. Alors, il y a un corpus de la sculpture romane aussi qui a été fait. Quel est le rôle des artistes dans tout ça, qui font aussi une part du transfert? Et puis donc, les Américains collectionnent de la sculpture française en la pensant comme ça, mais je pense que c'est aussi une image qui évolue, ou une notion qui évolue. Qu'est-ce que c'est la sculpture française en 1819 ou en 1950? Donc, trop grande question, bien sûr, mais elle se pose. Oui, bien sûr qu'elle se pose, et je m'attendais au développement final de la question, parce que c'est un parti que j'ai adopté dès le départ, qui est d'englober largement, d'avoir une conception de la sculpture française large, c'est-à-dire que ce sont les artistes franco-français qui sont nés en France, qui font leur carrière en France. Ce sont aussi les artistes qui sont venus travailler en France et qui acquièrent ou non la nationalité française. Brancusi, par exemple, a acquis la nationalité française. Picasso ne l'a jamais acquise, on sait qu'elle lui a été refusée. Mais ce sont aussi les artistes français qui émigrent, aux États-Unis, évidemment. Un sculpteur comme le sculpteur du XXe siècle, Gaston Lachaise, qui a peut-être pris la nationalité américaine, lorsque les collectionneurs américains lui commandent les premières œuvres à son arrivée aux États-Unis, ils lui commandent des œuvres parce qu'il est formé en France. Et en fait, le rôle de la formation académique, de la formation professionnelle des sculpteurs en France est extrêmement important dans l'appréciation que les Américains ont de la sculpture française. Alors après, il y a des sculpteurs qui sont un peu plus compliqués. Giacometti, j'aurais voulu vous montrer une œuvre de Giacometti, mais je m'étais dit, oulala, ça va être difficile. Giacometti qui est à cheval entre plusieurs pays, dont la France. Mais voilà, l'appréciation, enfin la conception que j'ai retenue est vraiment une conception large de la sculpture française. Et je préfère que les gens se posent des questions et ne comprennent pas pourquoi une œuvre est dans le répertoire. Dans le livre, c'est autre chose, mais dans le répertoire, parce que je trouve que se poser des questions, c'est toujours extrêmement formateur. Donc, c'est pour ça que voilà, j'ai adopté cette conception large, mais je l'ai adoptée aussi pour des raisons qui font que quand on parle de sculpture française et que des artistes étrangers viennent travailler en France, on le connaît tous avec l'école de Paris au XXe siècle, ça veut dire quelque chose. L'art qui est fait à Paris, même par des artistes nés à l'étranger, en dehors de France, ça veut dire quelque chose. Oui. Alors, je suis très heureuse de continuer, comme je vous l'ai dit, le travail sur le répertoire. C'est très difficile d'estimer le nombre d'œuvres totales. Ma comparaison, c'est comme quand on veut perdre des kilos.
Les premiers kilos sont faciles à perdre, mais après, ça devient plus difficile. Et là, après 14 ans, je suis encore dans la période facile. J'ai encore des pistes et des pistes et des pistes à exploiter. Viendra un jour où je me dirai, bon, maintenant, j'ai exploité presque toutes les pistes, je vais me consacrer à un État, par exemple le Montana, et trouver toutes les sculptures françaises dans le Montana. Alors, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, j'ai encore devant moi un avenir. Voilà. Merci encore de votre présence ce soir.